C'est un plaisir, hein. Je vais récupérer le diaporama. Donc, je remercie les organisateurs et le laboratoire Grunenthal qui m'ont permis de réfléchir sur ce sujet de parcours de soins du patient en neurochirurgie en matière de douleur. Sur les mentions légales demandées par le laboratoire Grunenthal, et nous allons aborder la réalité de la douleur en neurochir, les objectifs préopératoires pour réduire cette douleur, les objectifs péropératoires et les moyens, et également en post-opératoire pour prévenir la douleur chronique post-chirurgicale. Alors, sur ce travail très intéressant de Gebershagen en 2013, on s'aperçoit que la neurochirurgie fait partie du top 5 des chirurgies les plus douloureuses, que ce soit au mouvement ou au repos, et ça sur une analyse de 70 000 patients. Et quand on rentre un peu plus dans les détails, on constate que les chirurgies les plus douloureuses en neurochirurgie, ce sont les arthrodèses, et en particulier, plus il y a de segments bloqués et plus la chirurgie va être douloureuse. À l'inverse, les chirurgies du crâne et du cerveau sont moins douloureuses en dépit de la sensibilité des méninges. Alors, lorsqu'on regarde les facteurs de douleur en matière de rachis, on n'est pas surpris de retrouver des douleurs nociceptives par travail sur l'os, sur les disques, sur les muscles, au niveau articulaire, mais également des douleurs neuropathiques, et j'y reviendrai largement, par action sur les racines elles-mêmes, mais également sur toutes les petites fibres et les innervations qu'il y a, en particulier pouvant développer des syndromes des petites fibres lombaires postérieures. Alors, bien entendu, un des moyens à utiliser pour repérer les douleurs neuropathiques et puis par la suite pour les traiter correctement, c'est d'utiliser le DN4, qui est un outil validé français et qui, à partir du moment où on a 4 points positifs, on a plus de 86% de chances d'avoir une composante neuropathique. Alors, dans la craniectomie, les craniotomies, pardon, on voit bien que la douleur est différente. C'est une douleur qui est plus superficielle, de type nociceptif, douleur à l'incision, au décollement du muscle, et en particulier dans les régions temporales et occipitales. Le problème de cette douleur, c'est qu'elle va développer une activité sympathique avec augmentation des catécholamines, des débits sanguins cérébraux, de la pression artérielle, et peut avoir des conséquences dans les suites opératoires en favorisant un hématome, un œdème vasoplégique, et puis plus généralement des problèmes respiratoires, du transit ou une agitation, une anxiété. Donc, face à ça, quels sont les objectifs de l'anesthésiste en neurochir? La première chose, ça va être de soulager les douleurs au repos, c'est évident, d'avoir une bonne tolérance au traitement, d'avoir bien entendu une diminution de la douleur au mouvement, ce qui va favoriser la réhabilitation accélérée après chirurgie, de réduire la morbidité et la mortalité, et puis de limiter la douleur chronique. Alors, Valéria Martinez a beaucoup travaillé sur ces facteurs, et on retrouve en préopératoire un certain nombre de choses qu'il faudra essayer de repérer dans la consultation d'anesthésie. La première chose, ce sont les facteurs démographiques, et on sait que les femmes et les jeunes ont plus de chances de développer des douleurs chroniques. Sur l'histoire douloureuse, ça sera l'ancienneté de la pathologie douloureuse qui aura permis de développer déjà une hyperalgésie. Sur les facteurs psychologiques, là, on a l'anxiété, la dépression et le catastrophisme qui va amener à broyer du noir. Les facteurs physiologiques sont en particulier les traitements opioïdes en préopératoire qui auront eux aussi permis de développer une hyperalgésie. Quant aux facteurs génétiques, le développement de l'hyperalgésie en dépend. Et puis les CIDN, les contrôles inhibiteurs induits par la nociception, peuvent être défaillants et génétiquement sont plus faibles chez la femme. Si on rentre un peu plus dans le détail,
Il y a des choses particulièrement importantes, c'est l'information qu'on a donnée sur l'intervention, la préparation du patient et la prise en charge des temps anxieux, dépressifs en particulier. Et là, je voudrais insister sur un point. Lorsque les patients sont traités par antidépresseurs, antiépileptiques, il faut laisser ces traitements. Je constate trop souvent qu'ils sont arrêtés de peur d'interférence avec l'anesthésie. Ils sont utiles et ne doivent pas être arrêtés. Les facteurs sociétaux sont importants et en neurochirurgie, en neurotraumatologie, on a souvent des pathologies professionnelles, des accidents du travail, des arrêts de travail prolongés qui vont entraîner des problèmes d'assurance, des problèmes juridiques et être des facteurs de douleur chronique. L'environnement familial est également extrêmement important. Je n'insiste pas sur l'histoire douloureuse du patient. Quant aux facteurs génétiques, on ne peut pas influencer certains, mais entre autres, il faut s'assurer, se méfier de patients qui ont eu des syndromes douloureux régionaux complexes, algodystrophie en particulier. Toujours dans des travaux de Geber-Schagen sur plus de presque 23 000 patients, il y a des éléments qui ressortent. Plus on a une douleur chronique préopératoire intense, plus il y aura des douleurs post-op et plus souvent chez les jeunes. Si on a une douleur chronique préopératoire, il y en aura plus de douleurs post-op et on aura plus de douleurs chez les femmes jeunes. Plus on aura des douleurs chroniques préopératoires intenses et plus on aura de douleurs post-op et surtout chez les femmes. Donc, sans parler de sexisme, actuellement, il faut se méfier de ce qu'on dit, mais ça n'est plus un mythe, l'inégalité entre les sexes. Et on sait très bien que sur le plan biologique, par les hormones sexuelles, par les CIDN, les facteurs socio-culturels et psychologiques font que, objectivement, il y a des douleurs plus perçues chez les femmes que chez les hommes. Alors, ce travail déjà ancien de 2009 dans Anesthésio fait le point sur les publications qui relèvent des facteurs favorisant l'intensité de la douleur post-op et les facteurs prédictifs de consommation d'opioïdes. Et on y retrouve dans des ordres différents, mais toujours les mêmes choses. L'anxiété, la détresse psychologique, la douleur préopératoire, l'âge, le type de chirurgie, le sexe féminin, la douleur, la perception de la douleur, les capacités de coping et la prescription d'antalgiques préopératoires. Donc voilà, tous ces facteurs sont retenus par beaucoup de publications. Kahneman, en 2003, a essayé de chiffrer les potentialités de probabilité de douleur post-opératoire. Et là, on y retrouve les mêmes éléments. Il attribue 3 points au sexe féminin. Plus on est jeune, plus on va coter. Plus on aura des douleurs post-op immédiates et plus ça va être important. La neurochirurgie qui s'apparente à l'orthopédie est un facteur favorisant. Le niveau d'anxiété et d'information du patient qu'on retrouve dans le questionnaire APAIS, là aussi est important et il faudra satisfaire ses besoins d'information. Et puis, bien entendu, une incision large. Et on voit, en cumulant les points, qu'on peut arriver à des probabilités de douleur post-op de 80%. Donc, si je résume le préopératoire, il faut évaluer le patient, le terrain, rechercher des facteurs de douleur post-op, des douleurs chroniques post-chirurgicales, informer, expliquer, c'est extrêmement important. Et puis, l'anesthésiste devra prévoir et anticiper la phase péropératoire et l'analgésie post-opératoire qu'il devra mettre en place. Maintenant, la phase péropératoire. On sait qu'il y a des facteurs qui vont réduire ou qui vont aggraver le risque de douleur chronique. La première chose sur le plan chirurgical, ce qui va diminuer les douleurs, ça sera les chirurgies mini-invasives. Ça sera les techniques d'épargne nerveuse ou au moins l'identification. À l'inverse, on sait que certains facteurs vont augmenter la douleur. Ça sera des chirurgies longues, les chirurgies majeures, les grandes incisions. Les lésions nerveuses, alors paradoxalement, on n'a plus de risque de développer des douleurs chroniques si on lèse un nerf que si on le sectionne. Et ça a été prouvé dans un certain nombre de publications. Les reprises chirurgicales fréquentes dans les chirurgies du rachis,
les chirurgies itératives, les chirurgies de la douleur, ce qu'on retrouve en neurochirurgie, chirurgie en urgence, chirurgie non désirée et facteurs inflammatoires. Sur le plan anesthésie, l'utilisation d'antihyperalgésiques est particulièrement intéressante, le protoxyde d'azote, la kétamine et les anesthésies loco-régionales. À l'inverse, le meilleur pourvoyeur d'hyperalgésie qu'on ait à notre disposition, c'est le rémifentanil. Sachez bien que c'est celui qui va être le plus pourvoyeur d'hyperalgésie post-opératoire. À vous de savoir l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Tout ça a été objectivé par les travaux de Guy Simonet, publiés en 2003, où on retrouve les différentes causes de douleur qui vont entraîner la mise en jeu du récepteur NMDA et rentrer dans une boucle d'hyperalgésie facilitatrice qui va entraîner des hyperalgésies, des allodynies de longue durée. À l'inverse, les opiacés pour traiter la douleur, les douleurs importantes, vont avoir une action inhibitrice de 4 heures. En revanche, dès qu'ils vont mettre en jeu les récepteurs mu, on va rentrer dans la boucle d'hyperalgésie et faciliter celle-ci. Donc, la douleur et les opiacés sont facteurs d'hyperalgésie et facteurs de chronicisation post-opératoire. Donc, quand on regarde quels sont les moyens qu'on peut avoir pour réduire la sensibilisation périphérique centrale et la chronicisation, on voit que l'usage des opioïdes devra être régulé et modéré. On sait que l'intérêt des antihyperalgésiques et puis de l'anesthésie loco-régionale. Sur le plan génétique, les prédispositions, on devra faire avec. Quant aux facteurs psychologiques, j'y reviendrai en fin de présentation. Alors, en opératoire, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, en particulier l'intérêt de la méthadone dans les chirurgies complexes du rachis, où l'on voit que dans ce travail, qu'une injection en début d'intervention de méthadone va avoir des résultats très intéressants à long terme par rapport à de l'hydromorphone injecté à la fermeture. Et 3 mois après, on retrouve moins d'un épisode douloureux par semaine avec la méthadone, alors qu'il existe au moins 3 épisodes douloureux par jour avec l'hydromorphone. Et même si ça n'est pas significatif, on retrouve quand même une moindre présence d'épisodes douloureux à 6 mois et à 1 an. Donc c'est probablement quelque chose à retenir. Et la méthadone là ne risque pas de problème d'accumulation, ce qu'on peut retrouver dans les traitements au long cours avec la méthadone. La kétamine a été également utilisée largement en chirurgie du rachis. Elle réduit la consommation de morphine, elle réduit les scores de douleur post-op, et puis elle a que peu d'effets indésirables, et elle n'induit pas de nausées, vomissements, de prurite, et les effets psychodysleptiques ne sont pas gênants. La S-kétamine, qui est un racémique, a également été proposée et utilisée dans la chirurgie du rachis. Et là, sur ce travail, on voit qu'une injection initiale avec un entretien péropératoire va amener à l'absence de consommation de morphine à 1 an, ce qui n'est pas le cas avec le placebo, où 1 an après la chirurgie, on retrouve toujours des utilisateurs de morphine. Alors la kétamine est d'autant plus intéressante en péropératoire qu'elle est injectée chez des patients qui ont pour des chirurgies douloureuses. Et ça, c'est clairement montré par ce travail. Alors au niveau du comité douleur de l'ASFAR, nous avons fait des recommandations en 2018 qui reprennent celles de 2008 antérieures, au moins pour la kétamine, où on confirme l'intérêt de la kétamine en péropératoire, sans dépasser les 48 heures post-op, intérêt pour réduire la consommation de morphine, pour réduire de 30% les douleurs chroniques, lorsqu'on a une chirurgie à risque de douleur importante ou lorsque les patients sont traités sous opioïdes au long cours. La lidocaïne a également été proposée, ici une utilisation péropératoire de 2 mg kg/h, avec un intérêt sur les douleurs, par contre pas d'intérêt sur la consommation de morphine. Un autre travail dans la chirurgie lombaire, un bolus et une perfusion continue, là on retrouve une réduction de la douleur après microdissectomie, réduction de l'inflammation et réduction de la consommation de fentanyl.
donc un bénéfice certain. Encore une fois, au niveau du comité douleur de l'ASFAR, nous avons confirmé l'intérêt d'injecter de la lidocaïne intraveineuse, un bolus et une perfusion, sans dépasser le post-opératoire, et d'autant plus que les patients n'ont pas eu de loco régional associé, et en particulier dans les chirurgies lourdes comme les chirurgies du rachis. C'est quand même un grade 2 plus, mais un accord fort du groupe. Alors, en matière de traumatologie du rachis, là, il y a eu une comparaison dans ce travail de kétamine et de lidocaïne. On s'aperçoit très clairement que la kétamine est bien plus efficace pour réduire les douleurs, en particulier neuropathiques réfractaires, mais on s'aperçoit qu'elle peut avoir des effets indésirables sur le plan psychologique en particulier, et ceci n'est pas surprenant. On se retrouve en traumatologie du rachis sur des gens qui ne s'attendaient pas à se retrouver lésés et avec une anxiété importante quant à l'avenir qui peuvent favoriser ces problèmes-là. Alors maintenant, la question des AINS, là aussi, elle est posée comme dans toutes les chirurgies. À l'évidence, encore une fois, les AINS sont extrêmement utiles en chirurgie, y compris en neurochirurgie, parce qu'ils entraînent une analgésie puissante, ils réduisent la douleur, ils ont une synergie d'action avec les opioïdes et une épargne morphinique. Ils ont des réductions, ils entraînent des réductions des effets indésirables, en particulier les nausées, sous réserve de respecter les contre-indications. Et dans les contre-indications principales, il y a d'une part les antécédents athérothrombotiques artériels, en particulier avec les anticox-2, mais également les associations des traitements anticoagulants. Alors, ce travail fait le point sur les chirurgies interventionnelles du rachis et les antiagrégants plaquettaires. Et comme dans toute chirurgie, il y en a qui vont être plus à risque de saignement que d'autres. Et là, il y a la liste de ces chirurgies. La question se pose, faut-il arrêter les anti-inflammatoires si les patients en prennent avant? La question là, si c'est jugé indispensable, il faut adapter la durée de l'arrêt à la demi-vie de l'anti-inflammatoire. Et c'est pas du tout pareil entre l'ibuprofène où on arrête un jour l'anti-inflammatoire et le piroxicam où il faut l'arrêter pendant 10 jours, sinon on va avoir un effet remanent de cet anti-inflammatoire. Donc là aussi, il faut adapter. Quoi qu'il en soit, l'arrêt, vous voyez, peut être bref et la reprise en post-opératoire intéressante. Alors, maintenant, je vais vous soumettre une réflexion d'un anesthésiste allergologue et qui est basée sur la pharmacologie. Les anti-inflammatoires, on sait qu'ils agissent sur les cyclooxygénases périphériques, là où se fait l'agression. On sait qu'ils vont réduire la génération des cyclooxygénases inductibles, celles qui entraînent la douleur et l'inflammation après l'agression chirurgicale. Alors, je me demande pourquoi on continue encore à faire les anti-inflammatoires en fin d'intervention et pas en début d'intervention. Ça n'est absolument pas pharmacologiquement logique. Donc, je pense que, et c'est ce qu'on voit déjà fait dans l'opioid-free anesthesia ou l'opioid-reduced anesthesia, on commence à injecter les anti-inflammatoires dès le début de l'intervention. Je pense que ça fait partie des bonnes pratiques à développer. Alors, d'autres produits ont été intéressants. La dexaméthasone à la dose de 8 mg, là aussi, dans les recommandations de l'ASFAR, pour prévenir les nausées et vomissements. C'était connu depuis longtemps, mais également pour prendre en charge la douleur post-opératoire. La dexmédétomidine, le Dexdor, nouvelle molécule alpha-2 agoniste, on s'est posé la question en neurochirurgie, est-ce que c'est intéressant comme sédatif? Est-ce que ça doit être utilisé en prémédication ou pendant l'anesthésie? Ce travail permet de faire le point. C'est surtout un traitement anxiolytique et sédatif. L'amnésie est minimale, il y a peu ou pas de dépression respiratoire et l'action antalgique est légère. Un autre produit intéressant, le sulfate de magnésium, qui a été préconisé dans la chirurgie d'arthrodèse du rachis lombaire. Et là, 50 mg kilo en bolus plus un entretien pendant l'intervention, on retrouve un intérêt dans la réduction de consommation cumulée de morphine sur 48 heures.
L'ALR maintenant, ben, l'ALR, il y a la possibilité de faire des ALR en neurochirurgie et soit à type d'infiltration, ici une infiltration bilatérale avant l'incision de bupivacaïne ou de ropivacaïne versus placebo, où on retrouve une diminution de consommation de morphine, dont de l'hyperalgésie, une diminution des douleurs les plus faibles et les plus fortes et de l'intensité de la douleur. Mieux peut-être encore, c'est l'utilisation de cathéters percutanés de manière bilatérale. Et là, on retrouve dans ce travail, avec une pompe élastomérique utilisant la lévobupivacaïne à 0,25%, une réduction jusqu'à 72 heures significative de la douleur au repos et de la douleur à la mobilisation. On peut également faire de la chirurgie crânienne sous anesthésie loco-régionale. Il suffit encore une fois de connaître l'anatomie et en sachant que toute l'innervation du crâne et du cuir chevelu vient des racines de la base du crâne, que ce soit le nerf grand occipital ou le nerf d'Arnold, que ce soit l'auriculotemporal ou que ce soit la branche 1 du trijumeau. Il suffit de faire une infiltration à la base du crâne pour pouvoir opérer et même faire des craniotomies pour évacuer des hématomes, par exemple, chez des personnes âgées, sous anesthésie locale ou loco-régionale. Les techniques sont même maintenant aussi développées sous ultrasons. Alors, tout le monde, à juste titre, préconise le multimodal. C'est évident que là aussi, vous avez un exemple d'analgésie multimodale après chirurgie lombaire et arthrodèse, associant loco-régional, propofol, dexaméthasone, paracétamol, fentanyl, kétamine, ondansetron et anti-H2, permettant de manière significative de réduire la consommation de morphine, les nausées, vomissements et la durée de séjour. Donc, bien entendu, on ne déroge pas en neurochirurgie aux techniques d'anesthésie multimodale. Alors là, je pense que cette réflexion doit aussi avoir lieu. Choisir les chirurgies les moins invasives, et peut-être les chirurgiens qui font ces chirurgies. L'épargne nerveuse, je l'ai déjà dit, et puis, est-ce qu'on doit toujours opérer les patients? Et il y a eu une grande réflexion il y a une vingtaine ou trentaine d'années, quand on a commencé à faire de l'imagerie du rachis, où on a largement trop opéré les hernies discales. Et on n'opère pas une image, on opère un patient. Donc la question se pose de savoir surseoir à l'intervention, parce qu'on sait très bien qu'une intervention peut avoir une réussite, mais que plus on les répète, et plus on aura des chances d'avoir des douleurs chroniques. C'est ce qu'on constate ici donc dans le post-opératoire. Plus la douleur post-opératoire sera précoce, intense et immédiate et prolongée, plus on aura des facteurs de risque. L'hyperalgésie cicatricielle qui se développe vite, et cette ère d'hyperalgésie est un facteur de risque également. La composante neuropathique est importante et j'insiste également sur les troubles du sommeil des premières nuits. Lorsqu'on a un patient qui n'arrive pas à dormir après une chirurgie, un stress post-chirurgical et anesthésique, c'est qu'il se passe quelque chose et il a des chances de développer des douleurs chroniques. Dans la chirurgie du cancer, on sait que c'est une chirurgie délabrante et si on y associe radio et chimiothérapie, on aura un effet délétère majeur sur les fibres, petites et grosses fibres, donc des douleurs neuropathiques. La récidive, que ce soit une maladie cancéreuse, que ce soit les reprises chirurgicales sur hernie récidivante, c'est un problème. Et puis, j'insiste également sur l'accompagnement psychologique qu'il va falloir prendre en charge en post-opératoire et ne pas négliger. Alors, on peut faire de la réhabilitation accélérée après chirurgie en neurochirurgie en utilisant le principe de l'analgésie multimodale. Et vous avez ici un exemple d'une publication où, en préopératoire, ils ont prescrit de la gabapentine et du paracétamol, en pérope de la méthadone et du paracétamol, et en post-op, PCA, diazépam, gabapentine et anti-inflammatoire. Avec des objectifs préopératoires et pérope, on a vu, mais aussi objectifs AJ0, AJ1, AJ2, AJ3, qui va permettre de réduire les scores de douleur, de réduire la durée de séjour,
de prendre en charge les effets indésirables potentiels type prurite, nausée, et sans pour autant qu'on retrouve des augmentations d'hospitalisation à 30 jours. Alors, un élément, on a vu, c'est la présence de douleurs neuropathiques. Alors, il faut savoir sur ce travail d'Hélène Belleuil et de collaborateurs, on retrouve déjà la présence de douleurs neuropathiques dans les douleurs préopératoires, qui sont importantes, 41,2%. Et alors, en post-op, là, on constate malheureusement qu'à J0 et même à J2, on a des douleurs importantes avec une composante neuropathique et que 2 mois après, les patients qui ont ces douleurs-là auront développé des douleurs chroniques post-chirurgicales dans plus de 30% des cas. Et dans les éléments importants, que ce soit en uni ou en multivarié, c'est un DN4 supérieur ou égal à 4. Alors, ce travail avec la méthodologie Cochrane a fait le point sur les médicaments qui pouvaient être utiles pour prévenir la douleur chronique post-chirurgicale. Et il y a une chose qui ressort évidente, c'est l'efficacité modeste mais significative de la kétamine. Mais une autre chose ressort également, c'est que les gabapentinoïdes n'ont d'une part pas d'efficacité pour prévenir et d'autre part ont amené dans les études des sorties d'études en raison de la sédation importante, chose qu'on ne souhaite pas dans une réhabilitation rapide. Quant aux autres, on n'a pas de puissance suffisante pour pouvoir les recommander de manière définitive. Alors, un travail de Valeria Martinez qui s'appuie sur des données publiées et non publiées, qui confirme que la prégabaline n'a aucun intérêt pour prévenir la douleur chronique post-chirurgicale. Toujours un travail de Valeria Martinez et collaborateurs là sur l'utilisation des antalgiques non opioïdes en post-opératoire. Là, c'est très intéressant parce que cette étude s'est attachée sur 135 travaux et plus de 13 000 patients à rechercher la consommation de morphine, les douleurs post-op, les nausées à 24 heures et les effets indésirables. Qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est l'association paracétamol-néfopan pour diminuer la réduction de morphine. Après le paracétamol à INS et puis le tramadol et noramidopyrine qu'on n'a plus en France. Les alpha-2 agonistes anti-inflammatoires anti-COX-2 sont moins efficaces s'ils sont utilisés seuls, mais quand même plus efficaces que le tramadol ou le paracétamol. Quant à la réduction des nausées vomissements post-op, c'est l'épargne morphinique qui est la plus intéressante et l'association de corticoïdes et d'alpha-2 agonistes. Alors, en matière de puissance, on retrouve sur ce schéma l'intérêt important du paracétamol léfopan et paracétamol AINS, mieux que les AINS seuls et mieux que les alpha-2 et les anticox-2. Alors, si on regarde les douleurs chroniques post-chirurgicales, il y a eu une modification de la définition récente en 2017 par rapport à celle de 2008. Et il y a un certain nombre de choses qui apparaissent qui sont importantes. La première chose, c'est que c'est une douleur développée après une procédure chirurgicale ou dont l'intensité a augmenté après la chirurgie. La douleur devra durer plus de 3 mois avec un effet significatif, et ça c'est important, significatif négatif sur la qualité de vie. Donc on s'intéresse maintenant à la qualité de vie du patient en post-op. La douleur est la prolongation d'une douleur aiguë ou peut se déclarer après un intervalle libre. Et ensuite, la douleur, elle est présente dans une aire chirurgicale ou s'étend dans une aire référée en matière de douleur viscérale en particulier. Et bien entendu, une fois qu'on a éliminé des causes autres, type infection ou récidive de cancer. Alors, en matière de douleur chronique post-chirurgicale, les chirurgies racidiennes sont grandes pourvoyeuses de douleurs chroniques, mais également de douleurs chroniques sévères. Et en particulier, on y retrouve le syndrome post-laminectomie. C'est une douleur persistante lombaire après, qui dure plus d'1 an, en dépit d'une intervention, voire de plusieurs interventions. Et attention, on sait très bien que là, plus on va intervenir sur le syndrome post-laminectomie, et moins on aura de chances d'améliorer le patient. 15% après la 3e intervention. Et on sait très bien quels sont les facteurs.
mauvaise technique chirurgicale, complications, hématomes, fuite de liquide céphalorachidien, instabilité rachidienne, hernie récidivante, douleur neuropathique, et puis il y a le terrain du patient qui va intervenir. Et les douleurs du rachis, elles évoluent complètement différemment des autres causes de douleurs neuropathiques qui ont tendance avec le temps à s'amender. Alors là aussi, le DN4 est utile, mais il faut savoir que la localisation de la symptomatologie post-opératoire va nous orienter. Et quand on a des douleurs lombaires principalement, c'est surtout une composante nociceptive. En revanche, dès qu'il y a une douleur au niveau de la fesse qui va irradier vers le membre inférieur et parfois ne toucher que le pied, mais là, la composante neuropathique est quasiment certaine. Donc, s'attacher à la clinique et à l'examen du patient est important. Alors, on a des traitements pour ces douleurs neuropathiques. On peut moduler l'excitabilité, on peut moduler la transmission, on peut moduler les contrôles descendants, la sensibilisation centrale ou l'inhibition segmentaire. On a un certain nombre de produits. Encore faut-il savoir les utiliser, repérer la douleur neuropathique et utiliser ces médicaments. Et ne pas voir ce qu'on voit régulièrement lorsqu'on est dans les unités mobiles de douleur, quand on va en neurochirurgie, c'est-à-dire augmentation des posologies d'opioïdes et pas forcément des bonnes posologies des médicaments et pas forcément les bons médicaments. Alors, en dépit des AMM, nous avons travaillé à la SFTD sur des nouvelles recommandations publiées en 2020 qui viennent modifier un petit peu celles de 2010 en France et de 2015 au niveau international. Les modifications sont les suivantes. En matière de douleurs neuropathiques périphériques focales, la lidocaïne, les patchs de lidocaïne concentrés viennent en première intention, ainsi que la neurostimulation transcutanée. La capsaïcine a un concentré et la toxine botulique en deuxième intention. On voit arriver la toxine botulique. En matière de traitement général, là aussi, il y a des modifications importantes qu'il faut essayer d'appliquer. La première chose, c'est dans les inhibiteurs de la recapture des monoamines centrales, la venlafaxine rejoint la duloxétine avec autant d'efficacité. La gabapentine vient en première ligne, contrairement à ce qui était dit avant, et l'amitriptyline, des antidépresseurs tricycliques, ont leur place. La prégabaline rétrograde. Pourquoi? Parce qu'elle a un NNT qui est moins bon que la gabapentine et un NNH qui est plus important. Donc, on rétrograde la prégabaline en deuxième ligne, le tramadol a sa place et les combinaisons, les associations sont intéressantes. Et en troisième ligne, on y retrouve des techniques, on y retrouve bien entendu les opioïdes forts qui sont efficaces, contrairement à ce qu'on a pu dire sur les douleurs neuropathiques mais à forte dose. Et puis, on a la stimulation crânienne magnétique et puis on a la stimulation coordonale postérieure et ça, c'est une technique qui peut être utilisée un peu plus tôt, plutôt que d'attendre 10 ans avec des traitements par voie générale. Alors, il nous reste maintenant à envisager rapidement les facteurs psychologiques. Alors, la chronicicisation de la douleur, elle va passer par des modifications au niveau du système nerveux. Au début, on a une stimulation, puis on va avoir recrutement de nocicepteurs, et ensuite on va avoir des modifications phénotypiques du premier et du deuxième neurone, avec des douleurs anormales. Mais on va également avoir des éléments, la contracture musculaire, l'inactivité, la fatigue, l'insomnie, l'anxiété, la dépression, et la composante familiale ou socio-professionnelle qui vont être des facteurs qui vont se surajouter et fabriquer le syndrome de douleur chronique. Alors, là, on voit très bien comment évoluent les patients. De la chirurgie ou de la maladie, ils vont avoir des douleurs persistantes, puis la souffrance va s'en mêler. Ils vont limiter leurs activités physiques, leur activité sociale et rentrer dans la dépression avec une vie dominée par la douleur, d'autant plus qu'ils vont développer des émotions délétères. Colère, frustration, injustice. Et ça, on le voit très bien dans les pathologies professionnelles, dans les accidents du travail, lorsqu'il y a des problèmes juridiques ou des assurances en particulier. Donc, les anglo-saxons ont particulièrement bien, ils ont des termes
pour expliquer cette vision biopsychosociale de la douleur chronique. Il parle de douleur disease en parlant d'evidence-based medicine et de la biologie de la douleur. Mais ils ont le terme illness à partir du moment où ça fait intervenir l'histoire personnelle et les particularités psychologiques. Et sickness, là, c'est le sens collectif, la particularité sociale dans laquelle évolue le patient. Donc ces éléments sont extrêmement importants à réfléchir. Alors je termine en résumé. Très clairement, la neurochirurgie est très souvent douloureuse. Et pour prévenir celle-ci, la première chose, il y a du travail en préopératoire ou à la consultation d'anesthésie, évaluer les facteurs de risque, évaluer le terrain et anticiper sur la suite. En péropératoire, épargner les morphiniques, utiliser les loco-régionales, les anti-inflammatoires, les anti-hyperalgésiques dans le cadre d'une analgésie multimodale. Et en post-opératoire, continuer cette analgésie multimodale. Mais il faut qu'elle soit efficace et immédiatement dès le post-opératoire immédiat. Une analgésie et une prise en charge globale qui est basée sur la physiopathologie, je répète, le nociceptif, ce sont des antalgiques traditionnels, mais le neuropathique, il y a des recommandations et ce sont des médicaments différents. Il faut savoir utiliser les deux quand on a les deux composantes. Ne pas oublier le psychogène. Et puis, la réhabilitation, elle passera par une prise en charge physique et une rééducation. Alors, je me permets de vous proposer des choses pour compléter les informations. La première, c'est la possibilité de voir ce film que nous avons fait avec le CLUD du CHU sur la communication thérapeutique hypnotique, où là, on analyse 3 scénarios. Le premier, c'est un nursing. Le deuxième, c'est une mise en place d'une voie veineuse périphérique. Le troisième, c'est une ponction lombaire et où on voit la possibilité classique et puis la prise en charge avec une communication thérapeutique. Deuxième chose, un livre qui est sorti récemment en avril 2020 où nous sommes 85 auteurs à avoir participé à ce livre qui reprend des données pratiques pour la prise en charge de la douleur. Et puis, le meilleur livre que j'ai pu lire récemment sur le patient, il a été écrit à 6 mains. D'une part Guy Simonet, donc, qui est neurophysiologiste à Bordeaux, Bernard Laurent, qui est neurologue et algologue à Saint-Étienne, et David Le Breton, qui est sociologue à Strasbourg. Ils ont écrit ce livre et qui résume l'état de données, la réflexion sur l'homme douloureux. Je vous remercie et je suis prêt à répondre aux questions que vous poserez.